fait. Ok. Mais ton casque, il fonctionne pas. Élodie, demande-lui d'autoriser ce PC à ouvrir ou fermer. En fait, j'avais pas. Vous le voyez le CA, vous? Ah oui, ok. Et eux, ils ont accès aussi au plus grand. Ça fait pas, Natalia, ça fait pas du tout comme on n'a pas l'écran comme on avait avec Elena tout à l'heure. Bon, et on commence en attendant. Hein. Alors, il y a effectivement donc des règles et des procédures donc à suivre en collectivité territoriale. S'il vous plaît. Comme vous devez le savoir, donc au cours d'un exercice, au cours d'une année, une commune donc n'a pas la possibilité de pouvoir encaisser, décaisser. C'est donc la trésorerie, les trésoreries qui encaissent et décaissent pour le compte des communes. C'est bien pour ça, lorsque par exemple vous faites une réservation de salles polyvalentes par chèque, c'est bien au nom du Trésor public. Ce qui signifie qu'au cours de l'année, une trésorerie comptabilise, enregistre tout ce qui est encaissement et décaissement. De là, l'année finie, elle fournit donc ses comptes de gestion. De notre côté, bien évidemment, les communes, et donc notre commune, a son système aussi comptable et on établit, nous, nos comptes administratifs. On se doit donc, un exercice terminé, une année terminée, comparer ces deux comptes qui doivent être exactement les mêmes au centime près. S'il y a des écarts, ça peut arriver, défaut de communication ou autre, ou opération non saisie, bref. S'il y a des écarts, ils doivent être analysés qualitativement et quantitativement pour arriver évidemment et obligatoirement à un accord parfait entre les deux types de comptes des deux parties, et je rappelle au centime près. Cet exercice ayant été fait, à notre conseil municipal actuel, on vous présente et on va donc voter, donner notre accord ou pas sur ces comptes passés de l'année 2020. Un maire ne pouvant pas être à la fois juge et partie. Je demande à monsieur le maire de bien vouloir, s'il vous plaît, quitter la salle. Monsieur le maire ayant quitté donc la salle, je vous présente donc les comptes administratifs et les comptes donc de gestion où, comme vous le savez, effectivement, ceux-ci sont assez catastrophiques. En pratique, pour l'année 2020 donc, en fonctionnement, ont été dépensés 1 166 657 € et 44 cents. En recettes, 781 511 € et 45 cents. Le résultat est donc déficitaire au niveau du fonctionnement à hauteur de moins 385 145 € 99 cents. Au niveau de l'investissement, de la section investissement, les dépenses ont été de 535 502 € pile. Au niveau donc des recettes, elles ont été de 409 807,86 €. Ce qui donne en investissement un déficit de moins 125 212 € 14 cents. Donc moins 125 212,14 €.
Y a-t-il des questions particulières? On l'a vécu donc durant cette année donc 2020. On avait donc, vous le savez, donc on avait effectivement de grosses inquiétudes sur les finances de notre commune. On a pu donc assez rapidement donc le constater, ce qui a justifié le fait qu'on engage justement un audit d'analyse, de conseil. Vous en avez tous connaissance et les habitants aussi. On a de suite serré, donc resserré les cordons. Et ceci prouve bien justement l'état donc difficile de notre commune. Y a-t-il des questions particulières? A priori, non. Comment? Oui, oui. Et en second lieu. OK. Alors, donc, on va passer au vote de cet état de résultat donc 2020 au niveau, je le rappelle, du budget principal. On abordera le budget annexe par la suite. Alors, y a-t-il des élus contre? Personne à l'écran. Personne dans la salle. Y a-t-il des abstentions? Personne à l'écran. Personne dans la salle. Ce qui signifie que donc ils sont approuvés à 14 pour. Oui, 13 pour. Oui, je précise. Merci, merci Elodie. 13 pour, puisque je rappelle, Sandrine donc, est excusée au dernier moment, donc il n'y a pas de procuration. Donc il y a bien 13, puisque absence de Sandrine et absence par la loi de Guy pour ces comptes-là. Alors, de l'état de ces comptes, tous les ans, chaque commune décide, puisque la normalité est que logiquement, en fonctionnement, on doit être excédentaire, dans son fonctionnement opérationnel, fonctionnel, on doit être excédentaire, au minimum à l'équilibre, mais idéalement excédentaire. Pourquoi? Ça permet donc de s'auto-financer. Donc là, vous l'avez compris, de l'état fait qu'on est loin de ça. Donc, on a obligation, bien évidemment, de devoir supporter ces pertes sur l'année 2021, voire plus si conséquences. Ce qui veut dire que donc, les pertes, le déficit de fonctionnement de 2020 est reporté sur les comptes 2021, que l'on verra donc tout à l'heure. Ça signifie donc en pratique que les moins 385 145,99, vous les retrouverez donc au chapitre correspondant sur le budget 2021, bien évidemment en dépenses. Monsieur le maire est revenu pour la réaffectation donc, des résultats, enfin l'affectation des résultats. Au niveau investissement, de même, le déficit à hauteur de moins 548 714,54 €, on se doit de le supporter de même sur le budget 2021, sur les dépenses d'investissement. Oui. Ils sont formalisés sur ce site. Oui. Ok.
Donc, en pratique, les comptes administratifs donc, que nous menons en commune et les comptes de gestion de la trésorerie, comme je vous dis, ont été rapprochés. Et on se doit donc, du coup, de voter aussi, et là en présence de Monsieur le maire, les comptes de gestion de la trésorerie. Oui. Comment? Non, il n'y a pas obligation. Non, il n'y a pas obligation. La question était pour tout le monde, donc s'il se devait d'avoir un représentant de la trésorerie pour le vote de ces comptes-là, donc en conseil municipal, et en l'occurrence, non, ce n'est pas le cas. Donc, je reprends donc là en présence de Monsieur le maire, donc le vote des comptes de gestion, donc effectué par la trésorerie principale. Nous sommes donc au même résultat. Donc, je les reprends pour que ce soit de nouveau bien clair. Au niveau du fonctionnement en 2020, on dépense 1 166 657,44 €. En recettes, 781 511,45 €, soit un résultat déficitaire de moins 385 145 099. Pardon, moins 385 145 € 99 cents. Et au niveau investissement, 535 502 € de dépenses et 409 807,86 € de recettes, ce qui signifie un résultat négatif, donc déficitaire, de moins 125 212 € et 14 cents. Et donc, vous l'avez compris, c'est effectivement ces résultats-là que l'on doit affecter donc sur 2021. Donc, on procède au vote de ces comptes de gestion effectués par la trésorerie. Qui est contre? Personne à l'écran, personne en salle. Qui s'abstient? Personne à l'écran, personne en salle. Ce qui signifie que donc les comptes de gestion effectués par la trésorerie principale donc, sont approuvés à hauteur de 14 voix pour, vu qu'il y a une absence, je le rappelle. Et donc, pour mémoire, pour rappel, on réaffecte donc en fonctionnement l'état déficitaire de 2020 sur le budget 2021 à hauteur de moins 385 145,99 € et on reporte donc le déficit en investissement sur le budget 2021 de moins 548 714,54 €. Tout le monde est bien pour la démarche, sachant qu'on a obligation. En général, on ne nous fait pas cadeau de déficit, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, en l'occurrence, cette réaffectation, entre guillemets, est votée. Dans un contexte normal, quand même, pour rappel, hein, effectivement, donc, une mairie bien gérée, une commune bien gérée, donc, est excédentaire dans sa partie de fonctionnement, dans sa question de fonctionnement. Et sur cette valeur, par exemple, qui peut être 200, peu importe, le conseil municipal décide de savoir ce qu'on fait de ces 100. Est-ce qu'on les laisse comme ça, en l'état, dans la section donc, de fonctionnement pour l'année qui est suivante, ou est-ce qu'on en laisse en partie ou tout, ou on bascule tout sur la section investissement, qui permet justement de favoriser en autofinancement ces travaux. Voilà le contexte normal. Nous ne sommes hélas pas dans un contexte normal. Je vous remercie sur ce point.
Rebonjour, rebonsoir, me revoilà. Donc maintenant, nous allons passer au sujet numéro 4, qui est le budget lotissement. Alors, j'attends beaucoup. Non, on a fait une Donc, bêtise le encore. vote du budget 2021. Oui, oui, mais ils ont zappé le machin. Il revient. Donc, effectivement, on reste dans la logique budget principal et budget annexe, sachant que pourtant, les deux sont liés comptablement. Alors, nous allons le voter par chapitre. Il est possible donc de le faire par chapitre, donc c'est-à-dire en grand domaine, on va dire, sachant que, pour souvenir, dans chaque chapitre, il y a donc des articles qui définissent bien plus précisément donc chaque dépense ou recette. Mais non seulement ça serait donc un vote qui durerait assez longuement, et ensuite vous avez eu tous les documents pour pouvoir détailler la chose, et ensuite on a eu des réunions de travail sur ce sujet. Les grandes lignes, nous pouvons nous les rappeler, c'est que vu l'état donc des finances de la commune, 2021 a été abordé toujours dans le même esprit que cette année non pleine de 2020 passée, de pouvoir réfléchir au mieux sur l'état de nos dépenses, de pouvoir justement donc dépenser le mieux possible l'argent du contribuable, de pouvoir donc effectivement mieux tracer, mieux cibler nos dépenses. En cela d'ailleurs, je tiens à remercier donc l'ensemble du personnel qui en pratique par exemple respecte notre démarche de procédure d'achat. Et donc ce budget 2021 a été réfléchi dans cet esprit de pouvoir revenir donc à une situation normale et pérenne pour la commune. En pratique, je rappelle aussi que 3 concepts sont à prendre en compte. L'aspect budget, avec ses règles comptables et ses écritures comptables possibles. L'aspect opérationnel, fonctionnel, je veux dire la réalité, le terrain. Et il y a aussi le concept de la trésorerie. C'est-à-dire qu'effectivement, même si vous avez budgété quelque chose, prévu quelque chose, mais que vous n'avez pas la trésorerie, vous serez incapable de le réaliser, n'ayant pas l'argent pour le payer. Donc, il faut bien différencier les 3 concepts. Dans cet esprit-là, donc, concernant le budget principal, je vous présente donc ce budget primitif. Pourquoi primitif? Puisque c'est notre première passe. Nous avons la possibilité de faire donc des révisions budgétaires au cours de l'année. Comme tout autant, nous avons la possibilité, je vous le rappelle parce qu'on l'a vécu en 2020, de pouvoir aussi engager des DM, des demandes de modification liées à des besoins ponctuels. Je rappelle aussi la règle d'or dans le public. Un budget est obligatoirement équilibré dans ces 2 sections. En section de fonctionnement, recettes et dépenses, la même chose au total. En investissement, recettes et dépenses, la même chose au centime près. Donc, 2021, budget principal de la commune, budget primitif. On aborde donc la section de fonctionnement et au niveau de ses dépenses. Le premier chapitre, c'est le 002, résultat de fonctionnement reporté, excédent ou déficit. En l'occurrence, c'est bien évidemment en harmonie totale avec ce qu'on vient de voir et valider au niveau des comptes administratifs et de gestion. On a été obligé, bien évidemment, de reporter cette somme de 385 145,99 €, qui est effectivement l'état déficitaire de l'année 2020.
en fonctionnement. Et donc, très logiquement, le chapitre est prévu au niveau des dépenses de fonctionnement de l'année qui suit. Donc ça, on subit. Ensuite, on rentre dans un chapitre qui se nomme globalement, c'est le 011, charge à caractère général. Vous avez l'ensemble des dépenses, je veux dire, donc fonctionnelles les plus habituelles, hors personnel. Sur ce chapitre, on a vu le détail en réunion de travail. Sur le chapitre 11, charge à caractère général, nous prévoyons 220 070,01 euros. Pour souvenir, l'année dernière, dans ce chapitre 011, ont été donc consommés 287 278,81. Donc, nous estimons pouvoir réaliser donc un gain ou une non-perte de 67 000 euros. En chapitre 012, les charges de personnel et frais assimilés. Nous prévoyons 353 901 euros de dépenses. Pour souvenir, l'année dernière, nous sommes arrivés à 459 767,13 euros. L'écart, qui est non négligeable, prend en compte donc plusieurs facteurs. Un certain turnover du personnel, mais surtout la refonte possible de notre RIF7. C'est un sujet qu'on aborde par la suite du Conseil. Ensuite, le chapitre 014, atténuation de produits. On prévoit donc cette année 36 007 euros. Peu d'écart avec l'année dernière qui était à 32 182. Ensuite, le chapitre 022, les dépenses imprévues. On a budgété 5 000 euros. Pourquoi? Vu que ce budget a été détaillé, je me permettrai même un pléonasme, détaillé dans le détail sur chaque article et chaque élément de l'article pour justement être au plus près du terrain, il peut être intéressant d'avoir une certaine enveloppe, pourtant elle n'est pas très élevée, en dépenses imprévues, d'où les 5 000 euros. Ensuite, intervient le chapitre 023, virement à la section d'investissement. Alors c'est là qu'avec une présentation globale, on comprendrait mieux, mais il est prévu de virer 778 870 euros dans la section d'investissement. Je reprendrai la logique globale tout à l'heure. Ensuite, nous arrivons au chapitre 65, autres charges de gestion courante. Il est prévu 72 700 euros. Ensuite, chapitre 66, charges financières, 14 000 euros. Ensuite, chapitre 67, les charges exceptionnelles, 1 000 euros. Ce qui nous amène donc à un total de la section de fonctionnement prévue en prévisionnel budget productif 2021 à 1 866 694 euros. Par rapport à 2020, nous étions en réalisé à 1 166 657,44 euros.
Vous comprendrez par la suite, avec la présentation globale, pourquoi cet écart. Nous avons vu les dépenses. Nous voyons maintenant les recettes de cette section de fonctionnement. Alors, vous retrouvez évidemment le chapitre 002, où là, habituellement, on peut avoir le plaisir, et on devra avoir le plaisir de reporter un excédent. En l'occurrence, là, ça sera 0, bien évidemment. Le chapitre 13, atténuation de charges, on a prévu 5 700 €. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, on a prévu 75 104. En impôts et taxes, chapitre 73, 537 231. En chapitre 74, dotation, subvention et participation, 23 886. Autres produits de gestion courante, 1 223 523. Alors, pourquoi cette valeur? Parce que dans ce chapitre 75, vous retrouvez à l'article 75-51, excédent des budgets annexes et à caractère administratif, vous constatez 1 177 923. Ce montant est l'excédent, et nous le verrons par la suite, est l'excédent en résultat du budget annexe au 31/12/2020. Mais j'y reviendrai. On poursuit avec le chapitre 77, produits exceptionnels, 1250. Ce qui amène donc en total de fonctionnement, recettes de fonctionnement, 1 866 694 €. Avant de passer donc aux investissements, au niveau fonctionnement, pas de questions, pas de remarques. C'est vrai qu'on y a beaucoup travaillé en préparation ensemble. Voilà, ça non plus. Je passe donc en section investissement. En premier lieu, donc, les dépenses. Le chapitre 1, solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Vous constatez donc 548 714 €, Il s'agit bien du déficit de l'année 2020. En chapitre 041, opération patrimoniale, vous constatez 134 792. Ça correspond à l'article, dans ce chapitre-là, à l'article 2182, matériel de transport. C'est la démarche comptable qui nous permet justement de rentrer dans nos avoirs patrimoniaux, typiquement nos investissements tracteurs-tondeuses. Ces points spécifiques ont été bien évidemment complètement vus et validés par l'accompagnement du CIG spécialiste dans le domaine. Au niveau du chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, vous constatez 66 922,82. Apparaît en particulier à l'article 16 812, entreprise non financière, 33 650 €. Ça correspond à la valeur annuelle du PTZ, du prêt taux zéro, qu'on a pu obtenir auprès de la société John Deere pour ce matériel-là. Ensuite, chapitre 20, les immobilisations incorporelles. Vous constatez 30 000 €, qui sont donc une somme, chose importante, prévue pour des éventuels coûts
en frais d'études, dans la logique, bien évidemment, de d'autant mieux préparer le rebond de Pontévrard lorsque nos finances seront rétablies. Donc, préparer, commencer à préétudier les chantiers opérationnels à venir. Le chapitre 21, immobilisation corporelle. Vous constatez 190 232,72. En chapitre 23, immobilisation en cours, 628 109,92. Ensuite, au niveau donc du total des dépenses d'investissement, nous arrivons donc à 1 598 772 €. Nous passons donc aux recettes en investissement, toujours évidemment. En chapitre 021, vous constatez, et j'oserais dire de nouveau, 778 870 €. En effet, de nouveau, puisque c'est bien la somme que l'on a rencontrée donc en dépenses en section donc de fonctionnement, la somme qu'il était donc prévu de basculer en investissement. Donc, vous la constatez à ce niveau-là. Ensuite, le chapitre 41, opération patrimoniale. Vous retrouvez la même valeur, 134 792. C'est une logique pareille comptable liée à l'investissement tracteur-tondeuse. Tracteur-tondeuse et taille haie, d'ailleurs, je vais préciser. Ensuite, en chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Il est prévu 89 221. Alors, en partie, donc, vous avez la taxe d'aménagement, mais vous avez surtout le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA. Je rappelle, qu'est-ce que c'est que ce fonds? Sur donc, des parties éligibles de TVA. Vous avez donc un système où l'État nous rembourse, entre guillemets, nous reverse une partie de la TVA payée. C'est-à-dire, sur chaque achat, on paye les 20%, donc dans la grosse majorité, les 20% donc de TVA. Et ensuite, sur des éléments bien définis par décret, on peut justement présenter cette TVA. Et sur ce montant-là, nous sommes, entre guillemets, remboursés selon un coefficient d'ailleurs qui a été un taux qui est voté aussi tous les ans. De mémoire, 16 404 pour l'année donc 2020. 2019. Oui, c'est N-2, exact. Oui, pareil. On déclare au niveau trésorerie, ça a son importance. Le FCTVA, vous en bénéficiez 2 ans après. Vous dépensez 100 de TVA donc en 2021, vous bénéficierez de 100 moins delta lié au taux, à différence de taux, qu'en 2023. C'est important aussi. Hein. Voilà, je tenais à préciser ce que c'est que le FCTVA. Ensuite, chapitre 13, subvention d'investissement. Nous arrivons à 429 889 €. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée. Nous constatons, et vous constatez, 166 000 €, puisque nous avons donc effectivement découvert un emprunt donc engagé juste avant les élections municipales. Ce qui nous arrive donc un total de 1 598 772 €. Toujours pareil, montant bien évidemment totalement égal à la partie produit. Dépense, pardon. Voilà la présentation donc pour sa partie budget principal.
la présentation de notre budget primitif 2021. Vous l'avez compris, hein, vous le savez, lié aux présentations et au travail que nous avons mené, il y a toute une logique globale aussi avec le budget annexe. Sur cette partie-là, y a-t-il des questions donc particulières? En salle non plus. Nous poursuivons. Vous introduisez. Bonsoir. Pas trop fatigué, ça va aller? Donc, on va voter le budget, hein. Qui est contre dans la salle de personnes? À l'écran non plus. Qui s'abstient? Personne. Donc, le budget est voté. Maintenant, il va falloir bosser. On continue? Donc, nous allons passer au budget du lotissement. Je redonne la parole à Monsieur Cosson. À bientôt, on va être à l'Assemblée nationale, hein, les amis. Alors, le budget annexe. La même logique, hein. On va d'abord aborder donc les comptes administratifs 2020, compte de gestion, l'affectation résultat et ensuite le budget primitif 2021. Pour la partie compte administratif, monsieur le maire, je vous demande s'il vous plaît de quitter la salle. Hop, merci. Alors, le budget annexe, budget du lotissement. Ce budget a été totalement, pour cette année, coétabli donc avec le CIG. Nous nous sommes investis énormément sur donc, le budget principal et les particularités donc, comptables qui sont effectivement très particulières. Nous avons donc éprouvé le besoin, par rigueur, sûreté, j'ose même dire par professionnalisme, nous avons souhaité être appuyés totalement par le CIG. Sur l'année, donc, c'est valable autant hein, sur l'état 2020, hein, vu avec le corrigé, donc vérifié, hein, puisque je rappelle, il ne doit pas y avoir d'écart avec la trésorerie, comme autant le budget primitif 2021. Hein. Au niveau donc des comptes administratifs de l'exercice 2020, au niveau fonctionnement, en dépenses, ont été décaissés donc 1 040 €. C'est logique que ça soit tout petit, hein, puisque la très grande majorité des dépenses sur lotissement ont déjà été engagées, comme vous le savez. Hein. En recettes, fruit évidemment des ventes de terrain, nous avons constaté 1 064 420 € de recettes. Au niveau, donc, ce qui permet d'avoir un résultat de 1 063 380,85 €. Au niveau investissement, en dépenses 24 899,03 €, même esprit, hein, et recettes 0. Ce qui amène à un résultat donc, en investissement de moins 24 889,03 €. Alors, en résultat, est tenu compte l'année 2020 et
depuis le début du projet, donc du budget, de ce budget annexe, l'excédent déficit cumulé. Ça amène en fonctionnement à arriver à un résultat de 795 615,85. En investissement à moins 24 889,03 et au total 770 726,82. Donc voilà l'état des comptes administratifs. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des... Nous allons passer au vote. Y a-t-il des personnes contre? Personne à l'écran, personne dans la salle. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'abstenir? Personne à l'écran, personne dans la salle. Nous pouvons donc déclarer que ces comptes administratifs sur le budget annexe lotissement pour l'exercice 2020 est approuvé à hauteur de 13 voix pour. J'ai bien calculé, tout va bien. Je vais demander à monsieur le maire de retrouver la salle. Élodie. Merci. Donc, après vous avoir présenté donc l'état des comptes administratifs de ce budget lotissement, nous devons donc adopter donc l'affectation des résultats de l'exercice 2019 sur le budget l'exercice 2020 sur le budget productif 2021 en constatant au compte 001 moins 24 889,03 et le compte 002 795 615,85. Y a-t-il, on procède au vote, y a-t-il des personnes contre? C'est les mêmes, pourquoi on fait deux fois la même chose? Oui, mais on arrive au même état. Oui, donc effectivement, nous allons reprendre les mêmes chiffres. Ah non, non, parce que eux, c'est l'État, c'est l'autorité, quoi. Alors, c'est là où ils sont contrôlés, eux-mêmes sont contrôlés par les chambres régionales des comptes. Et dans une autre, s'il est présent, alors donc, effectivement, il faut faire autant lecture des comptes administratifs donc, réalisés par la commune que les comptes de gestion réalisés par la trésorerie principale, sachant que, je rappelle, de toute façon, contrôle est fait pour s'assurer que les deux sont parfaitement donc, égaux et représentatifs au centime près. Donc, on arrive, je voudrais dire de même, donc en résultat de fonctionnement, 1 063 380,85 €, en investissement à moins 24 889,03 €. Donc là, pour ces comptes de gestion, et donc en présence de monsieur le maire, qui, oui, il y a cette subtilité-là, effectivement, qui est donc contre, personne à l'écran, personne dans la salle, qui souhaite s'abstenir, personne à l'écran, personne dans la salle. Donc, ces comptes de gestion sont aussi donc approuvés, mais là, à hauteur de 14 votes pour, vu une absence.
Et donc, on peut effectivement enfin se permettre de réaffecter. Ce qui signifie que nous passons aussi au vote le fait de réaffecter les moins 24 889,03 de dépenses d'investissement et en compte 002 les 795 615,85 de recettes de fonctionnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne à l'écran, personne dans la salle. Donc c'est approuvé à hauteur de 14 voix. Je me permets de passer au budget primitif, monsieur le maire. Alors, donc comme je vous le dis, pareil, entièrement co-construit avec monsieur Mallet du CIG. Pour l'année 2021, nous sommes bien passés donc au budget primitif 2021, mais toujours sur le budget annexe lotissement. Est prévu donc en fonctionnement 137,90 € de dépenses. En recettes, 137,90. Non, qu'est-ce que je ne comprenais pas. Excusez-moi, je ne comprenais pas du tout et vaut mieux. Au niveau, parce qu'on cumule, donc au niveau fonctionnement de dépenses total du budget, donc pardon, 2 251 311,85 et recettes 2 251 311,85. Donc un total de fonctionnement de 0. Ensuite, en investissement, en dépenses, 544 889,03. En recettes, 1 608 269,88. En total investissement, ce qui donne 1 063 380,85 €. Donc, total dépenses, nous sommes à 2 796 200,88. En total recettes, 3 859 581,73 €. Et donc, au total général, 1 million, donc excédentaire, 1 063 380,85. Et c'est pour souvenir la valeur que vous avez donc constatée tout à l'heure. Mais je vais revenir là-dessus. Souhaitez-vous qu'on aborde, ou on a obligation d'aborder chapitre par chapitre ou pas? Comment? Ouais, ok, allez, on le fait quand même. On est obligé. Fonctionnement dépenses par chapitre, le 011, charge à caractère général, 1 500 €. 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 544 889,03. Au niveau du 65, autres charges de gestion courante, donc 1 177 922,82 €. En chapitre 66, charges financières 2000. En 67, charges exceptionnelles, donc 525 000. Donc, total de fonctionnement dépenses, donc on arrive à nos 2 251 300,85. Au niveau des recettes, chapitre 2, résultat de fonctionnement reporté 1 063 380,85.
Ensuite, en produits et services du domaine et ventes diverses, donc là, c'est les ventes de terrain, hein, 1 187 931. Et on arrive donc à un total de fonctionnement en recettes de 2 251 311,85. Nous sommes équilibrés. Au niveau des invests en dépenses, chapitre 001, 24 889,03 euros. Ensuite, emprunts et dettes assimilées, 520 000 euros. Donc, total des dépenses en investissement, 544 889,03 euros. Et du côté recettes en investissement, on a le chapitre 40, opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 544 889,03 euros. Et le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 1 063 380,85. Ce qui amène donc à un total des recettes en investissement de 1 608 269,88 euros. Et nous sommes donc sur les valeurs citées en synthèse précédemment. Voilà la lecture par chapitre. Entre nous et en toute transparence, hein, suite à cet exercice budgétaire de ce budget collectif, et personnellement et en toute humilité, c'est effectivement donc un sujet sur lequel je vais m'attarder dans la pertinence de la construction et du suivi d'un budget annexe. Sachez, j'ose me permettre de le dire, que c'est même une denrée rare en France. C'est très mal maîtrisé, hein, je me permets ça parce que donc c'est effectivement peu pratiqué les budgets annexes. Ce n'est pas une habitude, bien évidemment, à la différence donc, des budgets principaux des communes. Donc, il faut s'habituer à cette gymnastique-là, ce que je n'ai pas, d'une façon tout à fait transparente et humble, ce que je n'ai pas encore pu réaliser. C'est bien pour ça, donc, comme je l'ai dit, ça a été complètement donc, construit, je les suis, mais construit et validé par le CIG. Ce qui veut dire donc que nous pouvons passer là au vote du budget annexe. Je laisse ma place. Bonsoir. Donc, pour le vote de notre budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça a été voté à la majorité des 14 personnes. Nous allons passer au domaine suivant. Création d'un poste d'adjoint administratif temps partiel et suppression d'un poste d'adjoint administratif temps complet. Donc, je vais vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé. On a une personne qui a démissionné de son poste et qui est partie sur une autre commune. Qui a demandé une mutation. Qui a demandé une mutation sur une autre commune et qui est donc partie à partir du 6 avril, je crois. Et donc, pour pouvoir recréer un autre poste, il faut qu'on supprime le sien pour en créer un autre. Donc, nous allons accepter ou pas, vous allez voter, c'est pas cette démocratie, d'accepter de créer ce poste d'adjoint administratif à temps partiel et suppression du poste d'adjoint administratif à temps complet. Donc, qui est contre? Oui, Sandra? T'entends pas? Moi, je contre. Voilà. Un contre? Et Tika est pour. Parce que j'ai le pouvoir de Tika. Donc, on a un vote contre. Le reste est pour. Donc, ça fait 13 pour et 1 contre. 13 pour et 1 contre. En délibération partenariat à l'acquisition de fonds documentaires adultes et jeunesse. Dès qu'il se bat sur le dossier.
Délibération, partenariat, l'acquisition, tout de fonds documentaires adultes et jeunesse. Il y a les créations, il y a aussi la suppression du poste. Hein. Je crois qu'il faut voter aussi dessus. Ou ça va ensemble. Attendez, j'ai vraiment une suppression du poste. Ah d'accord, il faut un vote pour la suppression et un vote pour la création. Excusez-moi. Là, c'est la création. Donc là, on a voté pour Pour la suppression. On a voté la suppression Pour la ou la création. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, Sandra? On fait la création d'abord et la suppression après? Comme tu as voté contre. Tu as voté contre la suppression ou la création? Bah, si je vote contre la suppression, je vote contre la création, c'est logique. Ça va Tu ensemble. votes contre les deux. C'est ça? Le temps partiel, c'est défini comment le temps partiel? C'est combien d'heures? 21 heures. 21 heures, ils ont dit. Oui. Okay. Je sais pas. Là, c'est la suppression qu'on a fait du poste. On a voté pour la suppression du poste, on est d'accord? Oui, oui. Donc maintenant, on va voter pour la création du poste. Donc qui est Et les deux, alors, effectivement, on appelle au vote pour chaque chose, et la délibération comportera donc les deux volets. Donc là, on va voter pour la création d'un poste. Et après, on vote pas après. C'est compliqué, là. Ça supposerait de séparer les deux. Hein? Ah ouais, de ce que je comprends, la cohérence veut, au niveau de la délibération, que le supprimer et la création soient associés. Oui, on peut Donc, un ça peu sera sur la faire. délibération. Donc, effectivement, de toute façon, il faut voter sur l'ensemble. Donc, c'est suppression d'un poste de 35 heures sur journée et la création d'un poste de 21 heures. Voilà. On va recommencer un tout petit peu. On va supprimer le poste d'adjoint administratif à temps complet, deuxième classe. Et on va créer un poste d'adjoint administratif, temps partiel, deuxième classe aussi. Ouvert aux CDD, deuxième classe. Et première classe. Voilà. Donc maintenant, on va voter. Alors, on a voté. On annule, on revote sur l'ensemble. Donc, on annule tout, on vote sur l'ensemble. Oui, il faut tout Ce sera annuler. plus simple. Ce sera plus Oui. simple. Donc, pour la création du poste, temps partiel, et la suppression du poste administratif temps complet, qui vote pour? Qui vote contre, pardon? Qui vote contre? Moi. Sandra? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc 13. C'est bien, vous êtes bien les jeunes. Patrick, tu veux parler? C'est 12. Ah non, tu as posé la question qui vote pour. Je lève la main. Ah, c'est bien. Ah. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit à cette heure-là, c'est déjà pas mal. Hein. Normalement, mais normalement, Non, on avait dit qu'on poser la ne question. votait pas. Voilà, Il ne fallait pas poser exactement. la question. Donc, moi, je ne réponds pas. Qui est pour? Levez la main. Bon, alors maintenant, délibération. Alors, il faut me donner plus de documents. Là. C'est bon, il me faudrait la délibération des documents. Moi, j'avais une petite question. Oui. Parce qu'il y a une personne qui a voté contre. Sandra, je voulais savoir pourquoi. Si elle avait des. On peut lui demander, oui. Sandra, tu veux dire pourquoi tu as voté contre? Parce que j'estime qu'à 21 heures sur un poste administratif et avec le travail qu'il y a à faire sur la mairie de Canterard, ça me paraît peu. Mais voilà, c'est mon point de vue. Ça paraît peu? Oui. Déjà, de trouver quelqu'un à 21 heures, je te dirais encore 28 heures, 4 jours par semaine, ce serait jouable. Mais à 21 heures sur une semaine, à voir. On a déjà une proposition d'une personne qui a l'air de vouloir venir, donc on va voir.
C'est possible, hein? Je pense qu'il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de dossiers à approfondir et que ce serait pas du luxe. Et en faisant les comptes, effectivement, sur ce qui était avant, avec un poste à 35 heures et un poste à 30 heures, si tu mets un poste à 28 heures et un poste à 35 heures aujourd'hui, on arrive à moins 2 heures, 63 heures sur 2 postes sur la mairie, c'est pas non plus excessif, quoi. On réduit quand même ce temps de travail. Alors, certes, peu, maintenant, c'est mon point de vue. Parle un peu plus fort parce qu'ils n'entendent pas. Sandra, tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît, on n'entend pas très bien. Voilà, je ne sais pas trop où est mon micro. Donc oui, avant, effectivement, il y avait un temps plein donc, qui était 36 heures, mais 35 heures effectives, puisqu'il y avait des RTT, et un 30 heures, donc, ce qui revenait à 65 heures. D'accord, sur des postes administratifs, hein, sur la mairie. Et là, si on passe sur un poste à 35 heures qui est distant, puisque quelqu'un l'a pris sur un poste d'adjoint, donc là, si on réduit à 28 et non pas à 21, on reste sur du 63 heures. Donc, on réduit quand même ce temps et je pense qu'il y a des dossiers qui seront à approfondir et surtout la communication que l'on fait, qui ne serait pas du luxe que quelqu'un s'en occupe aussi. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un quand même d'assez compétent et qui puisse être là assez régulièrement. Sur 21 heures, ça me paraît peu. Mais ça, c'est mon côté administratif. Et Delphine qui veut prendre la parole. Oui, ma question est, est-ce qu'on a les moyens finalement de créer un poste au-delà de 21 heures? C'est la bonne question. C'est un choix. C'est la bonne question. Oui, Patrick. Oui, il y a une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas espérer avoir un gain de productivité dans le changement de poste? Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille plus que celle qui était avant. Nadine, n'entends pas? Je disais rien que rajouté. c'est ce que je pensais aussi. On peut avoir quelqu'un à 21 heures qui soit tout aussi efficace que quelqu'un à 35 heures. Je pense aussi. À 28 heures, à 28 heures. On peut peut-être monter en pression si on voit que ça ne suffit pas. Vas-y, Gilles. Je disais, on peut monter en pression si on voit que ça ne suffit pas. Tout à fait, il sera toujours possible de changer un peu. C'est plus facile de monter que de… On arrive à avoir quelqu'un qui fait 21 heures en 35 heures, on est fort quand même. Oui. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Sur tous nos postes. Jocelyne? Moi, je pense qu'il faut aussi fonctionner en répartition des tâches. Peut-être qu'aussi, il mériterait d'être mieux organisé, la planification et la répartition des tâches par poste. Et que peut-être là, on gagnerait en efficience. Si chacune a son champ de compétences, mais aussi son champ délimité d'intervention, sans que tout le monde fasse tout, surtout avec, bien sûr, 21 heures, je pense que peut-être, on peut gagner également en efficience. Ouais. Partir sur cette optique-là, c'est-à-dire que bien répartir les tâches et ça a été fait également en parlant avec Élodie qui vient d'arriver et ça n'a pas été fait au hasard non plus. Je veux dire, cette décision de se dire sur 3 jours plutôt que sur 5, on ne voulait pas non plus surcharger Élodie en termes de travail. Oui, il y a beaucoup de boulot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… il faut travailler sur les dossiers en profondeur, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, parce que justement, Rachel n'était pas à son niveau optimum en termes de compétences. Mais je pense que Élodie, plus quelqu'un de nouveau, va nous permettre de travailler, en tout cas, pour le poste. Je ne sais pas si Élodie peut prendre la parole ou pas. Jocelyne. Je pense aussi que pour cette personne à 21 heures, on peut très bien aussi penser la montée en compétences et peut-être la former après sur des points très précis. Tout à fait. De toute façon, le but, je pense, c'est pour recréer une ambiance totale, une symbiose avec les deux secrétaires. Si on commence à dire, on prend une 21 heures, avec les finances que l'on a à l'heure actuelle, ça me semble plus raisonnable. Ça nous a semblé plus raisonnable. Si on peut demain prendre 28 heures, on prendra 28 heures. Et si demain on peut prendre 35 heures, on prendra 35 heures. On a toujours le temps de changer le contrat et de faire une amélioration dans le budget.
Là, je pense que ça me semble raisonnable de prendre quelqu'un en contrat à 21 h. Par rapport au travail qu'on a vu avec Elodie qu'on a fait, on a fait un petit inventaire. Dans l'urgence, on fait ça. Après, si on a le temps l'année prochaine, on verra si on a un peu de finances et si ça va mieux. Et si on peut recréer un emploi, machin. Peut-être qu'on pourra créer un emploi de 21 h, 27 h ou 23 h. Et puis peut-être un emploi de 12 h pour notre personne qui pourrait venir faire le secrétariat. On n'en sait rien, c'est demain ça. Donc, on revote ou pas? C'est bon là? Delphine a levé la main. Delphine? Oui, une question complémentaire. Il peut être difficile de trouver quelqu'un effectivement pour 21 h. Est-ce que dans l'administration, il y a entre guillemets un vivier de personnes? Est-ce qu'on peut mutualiser avec une autre commune pour trouver plus facilement cette personne à temps partiel ou je ne sais pas comment ça se passe. C'est difficile, mais ça peut exister. C'est-à-dire que quelqu'un peut par exemple travailler à Saint-Arnoux pendant 12 h et puis passer 21 h chez nous ou 23 h chez nous. Et il existe un vivier, enfin, on peut avoir connaissance de toutes ces personnes dans le coin à temps Non, c'est partiel? difficile à trouver, ça c'est difficile à trouver. Il n'y a D'accord. pas de vivier. Mais par Ok. contre, on parle CIG, on a interrogé le CIG déjà aujourd'hui encore pour avoir un intérim en attendant. On va se rapprocher aussi d'eux parce qu'ils ont un vivier peut-être chez eux qui peut permettre de récupérer quelqu'un qui soit. D'accord. Ok. Donc on a tous voté, on était pour, une personne contre, c'était bien ça? Ok. Donc sujet suivant. Donc je reviens à mon délibération. Partenariat acquisition, fonds documentaire adultes et jeunesse. C'est il est où le dossier? C'est ça? Ah, c'est par rapport à Rochefort-en-Yvelines, ça. Donc la délibération, c'est juste pour vous prévenir et vous avertir que nous avons un partenariat avec différentes communes sur la médiathèque et que nous allons toucher, c'est ça, hein? Non, on va verser. Est-ce que vous avez récupéré le document dans vos pièces du conseil? C'est la mairie de Rochefort-en-Yvelines. C'est quoi comme fichier? C'est quel nom de fichier? C'est mairie de Rochefort-en-Yvelines. C'est convention de partenariat acquisition de fonds documentaires adultes et jeunesse. Non, on n'a pas ça. Donc on va payer 300 € de participation pour le fonds. Après on récupère un pourcentage et c'est des documents qui servent à la médiathèque et à la médiathèque et à la bibliothèque. La bibliothèque globale, quoi. Donc, je pense avoir été moitié moins clair, mais je ne vais pas faire mieux parce que je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Donc, je me permets de passer au vote. Qui s'abstient? Non, qui est contre? Qui s'abstient? On est pour. Ça a été voté. Alors, juste pour information, je pense que on est au courant presque, on a changé de directrice de médiathèque. Donc, ici, il y a une médiathèque et la remplacée par donc toujours bénévole. On t'entend pas, Natalia. Ouais, c'est ça, on n'entend rien. On n'entend rien, Natalia, quand tu parles. Je vous la mets devant l'écran. Pour questions diverses, on n'a pas droit à ça. Questions diverses. On en est où? On va délibération de mise à disposition d'un local communal pour les associations. Donc ça, c'est toi qui vas en parler. Ah non, c'est marqué dans les votes. Si vous ne mettez pas les bons documents, ça va, moi. Je dis normalement là. Eh ben, c'est fini les questions de voter. On va reprendre l'information diverse et M. Cosson va reprendre la parole. Ouais. Et après, Natalia viendra vous dire un petit mot sur la médiathèque. Ouais, très rapidement, et je vous prie de m'excuser, c'est vrai qu'avec la présentation très structurée, mais pas obligatoirement logique au niveau opérationnel des différents budgets, j'ai omis de vous rappeler, et pourtant j'en faisais part lors de ma présentation, de la logique générale. Et c'est d'autant plus important que, bien évidemment, il faut que nos administrés comprennent bien l'état de notre commune. Donc, vu l'état de notre commune,
actuellement, et malgré les premières actions opérationnelles réalisées donc en 2020, on se retrouve fonctionnellement, simplement opérationnellement, dans un état déficitaire en fonctionnement, ce qui est strictement interdit. C'est-à-dire qu'on dépense plus en fonctionnement qu'on ne gagne. Ça ne dure pas longtemps, ça. Autant dans une commune que dans un foyer privé, une famille. Ensuite, vient se greffer pour 2021, on les a cités, les déficits de 2020. Donc, en plus de ça, se greffe le fait de devoir, d'avoir l'obligation justement de rattraper les déficits 2020 sur 2021. Ceci a nécessité donc, et ça, c'est une écriture comptable, ça a nécessité de basculer le résultat excédentaire, heureusement, du budget annexe sur le budget principal. Ce jeu d'écriture permet donc de pouvoir rééquilibrer non seulement la section de fonctionnement, et de pouvoir basculer, on l'a vu aussi en valeur, un excédent de fonctionnement vers la section d'investissement qui permet aussi de l'équilibrer. Ça, c'est une obligation pour pouvoir équilibrer nos comptes et qu'ensuite, élément non négligeable, qui puisse être validé par les entités de contrôle, préfecture, chambre régionale des comptes. Ensuite, je rappelle qu'il ne faut surtout pas se méprendre sur ces valeurs. En pratique, je l'ai dit, nous sommes dans un état de trésorerie, donc d'argent disponible pour pouvoir payer, en crise, très limite. Je le rappelle, courrier de la trésorerie à l'appui, nous avons été dans un état où nous n'avions plus que 27 000 € de trésorerie, d'argent disponible, alors qu'en l'État, rien que le fait de payer l'ensemble de nos agents municipaux sur un mois nous amène à devoir décaisser, payer 32 000 €. Nous nous sommes retrouvés, donc, la commune de Pontévraard s'est retrouvée donc dans un état, un instant T, de ne même pas pouvoir payer les agents municipaux. C'est un état complètement anormal, complètement anormal. Et donc, c'est bien pour ça qu'au-delà des jeux d'écriture, je veux dire de la forme comptable, nous avons l'obligation d'être extrêmement pertinents sur l'optimisation de nos comptes réels, fonctionnels. C'est-à-dire qu'on arrive en particulier en fonctionnement à avoir un état donc de dépenses déjà au moins égal aux recettes, mais ensuite, je le rappelle, même excédentaire, puisque ce qui permet à une commune, toute commune de France, à s'autofinancer, c'est-à-dire donc à pouvoir financer ses investissements par ses propres moyens. Sinon, l'élément complémentaire, c'est le crédit. Mais qui dit crédit, dit, comme vous pouvez l'entendre aux informations nationales, des fois, des communes surendettées. Ce vers quoi, en gros, on tendait, quoi. Ensuite, ne pas oublier que lorsqu'une commune se trouve dans une situation de tel état, donc d'être déficitaire en fonctionnement, c'est la Chambre régionale des comptes qui reprend le contrôle de la commune. Elle n'a pas d'état d'âme, une Chambre régionale de comptes. Elle reprend la commune, les élus n'ont plus la main, et c'est elle qui décide. C'est visible de la part de tout habitant. Vu l'audit du CIG, je rappelle organisme d'État, reconnu par l'État, habilité par exemple à valider le régime du RIF7. Cet audit du CIG l'a bien montré aussi. Donc si on est dans cette situation-là, la Chambre régionale des comptes, pas d'état d'âme, elle regarde notre état donc de taxes et elle tape très fort. Son objectif, comme un redressement judiciaire, c'est de ramener l'équilibre, ramener à la normalité. Voilà, je tenais à exprimer ces points qui sont fondamentaux par rapport à l'état présent, mais aussi à l'avenir. Ce que nous allons réaliser, c'est rétablir les comptes
pour que Pont-Évrard soit capable de rebondir. Merci. Alors, je rajouterai, moi, ce que vient de dire Fix. Donc, pour qu'on m'entende mieux, je rajouterai à ce que vient de dire FX. Donc, c'est plus notre endettement est élevé et moins l'autofinancement donc est important. Et l'autofinancement faible, on ne peut pas se dire qu'on va faire des investissements nouveaux. Donc, c'est vrai que l'année 2021, il n'y aura pas d'investissement nouveau tel que l'on avait peut-être prévu dans notre programme. Il faut d'abord, dans un premier temps, rétablir notre budget pour pouvoir avoir retrouvé en tout cas une sérénité et ensuite prévoir de nouveaux investissements et en tout cas un autofinancement plus important. Lorsque le budget a été établi, il y a 2 points importants, donc en faisant des recherches, bien évidemment. Donc, les frais de personnel, en général, c'est 35 à 50% des dépenses de fonctionnement. Là, on en est à 50,36%. Donc, on est dans la moyenne haute. Et ensuite, on avait, ce qu'il fallait regarder, c'est le ratio annuité de la dette sur le total des recettes réelles de fonctionnement. Et donc, ça ne doit pas être plus que 20% des recettes de fonctionnement. Et là aussi, on est au max. Donc voilà, je voulais juste rajouter ces 2 points par rapport à l'établissement du budget. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, Jocelyne. Tu n'as pas coupé, tu n'as pas mis ton micro, Jocelyne. Pardon. J'entends tout à fait, hein, c'est tout à fait légitime de penser que comme on n'a pas d'argent, on ne va pas pouvoir faire des projets. Mais est-ce qu'il n'est pas quand même peut-être intéressant et d'anticiper un tant soit peu et commencer peut-être à réfléchir sur la priorité de projets pour l'année prochaine? Parce que si on attend de voter le budget, donc on est avril de 2022, on aura déjà entamé l'année. Peut-être aussi on peut faire des recherches au niveau des subventions, etc. Et on peut peut-être monter un dossier ou 2 dossiers, ça c'est à nous de délibérer à ce sujet-là, mais je pense qu'il serait bon aussi d'anticiper et d'être en amont quand même, plutôt que de toujours courir après la machine. Exactement, Jocelyne, tu as tout à fait raison. Et justement, voilà, les projets, on va commencer à les construire. Élodie nous a fait parvenir le dossier de la DETR. C'est ça, Élodie? Donc, il va falloir commencer à regarder ce qu'on pourrait faire sans que ça nous coûte relativement cher, mais qui pourrait se voir au niveau de la commune. Oui. Et on peut peut-être, et pour poursuivre là-dessus, on peut peut-être aussi privilégier des projets où on aurait le plus de subventions possible, même si ce n'est pas cela qu'on aurait mis en priorité, mais simplement pour pouvoir aussi dire, et je pense que c'est important que les habitants l'entendent, c'est que certes, on redresse l'état financier des communes, et ça c'est normal, hein, on ne va pas se leurrer, mais par contre aussi, on a l'envie de construire et de construire pour le village et d'avancer pour le village et de continuer à évoluer. Tout à fait. Alors, c'est effectivement le rebondir. Donc, c'est effectivement déjà engagé donc, en pré-travail avant qu'on puisse justement en échanger en réunion de travail entre nous tous et ensuite en conseil, en rappelant quand même quelque chose au niveau de la logique des subventions. Les subventions, donc on en bénéficie lorsque justement on peut prouver l'état des travaux et le paiement des travaux. Hein? Donc il faut bien avoir à l'esprit que c'est toujours donc corrélé à notre état de trésorerie. D'accord? Donc c'est en ça aussi qu'on va mettre, que j'ai installé avec Guy et l'équipe là, un système prévisionnel de trésorerie, qu'on puisse savoir à tout moment vers quelle tendance on va. Hein, puisque, OK, les subventions, même si on est couvert à 80% de subventions, au départ, il faut avancer 100. Hein. Et si toujours pareil, hein, si on ne l'a pas à la banque, entre guillemets, pour employer des exemples simples, ben on ne risque pas de payer l'artisan. Hein. Donc ça, c'est corrélé. Mais oui, on est là pour effectivement préparer, d'où les 5 000 euros, d'où le montant, donc les 15 000, je crois, de mémoire, au niveau frais d'études, etc. Voilà, la finalité, c'est qu'on prépare demain. Voilà. Donc l'esprit, effectivement, c'est bien ceci.
Oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit, Natalia, tout à l'heure. Tu as parlé de DETR. Oui, Je ne sais pas ce que c'est. ce sont les subventions en clair. Les initiales, c'est demande. Non, dotation. Dotation. Équipement. Bravo. Territorial. Dotation d'équipement territorial. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est les dotations. OK. Les dotations. C'est les dotations d'équipement des territoires ruraux. Merci, Voilà, Sandra. oui. Merci, Sandra. OK, ça marche. Et donc, on n'a pas d'investissement. C'est comme, vous savez, il y a eu une époque, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh bien, quelque chose qui va se voir et qui commence à se voir, donc c'est dans les points divers, hein, c'est la médiathèque. Donc la médiathèque, comme je vous le disais, donc Cécile nous a quittés puisqu'elle a trouvé un emploi à temps plein et elle ne peut plus assurer, comme elle pouvait le faire, son rôle de responsable de médiathèque. Et donc nous avons fait une demande de bénévoles, en fait, pour voir si des gens étaient intéressés pour suivre et organiser cette médiathèque, parce qu'on a, je le pense, énormément de chance d'avoir dans un petit village de 633 habitants une magnifique médiathèque, hein, remise à neuf en tout cas, avec plein de documents, des livres, des CD, des jeux, enfin c'est énorme, et puis des bénévoles très investis. Et donc nous avons reçu Sylvie Thirion, qui est une habitante de Sonchamp, et qui est employée à la médiathèque de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Et donc, qui a accepté d'être bénévole chez nous et d'avoir le poste de responsable, d'organisatrice. Donc, on a deux élus, donc qui sont Jocelyne et Nadine, qui travaillent avec elle. Et cette femme est extraordinaire. Mais quand je vous dis extraordinaire, le mot est faible. Elle a vraiment plein d'idées. Elle a des idées tous les jours. Exactement. Et je suis du même avis qu'elle en ce qui concerne la médiathèque. Je pense que c'est le troisième lieu de vie du village. Donc, il y a l'école, la mairie et cette médiathèque. Et donc, depuis qu'elle a pris son poste, je peux vous assurer que ça bouge énormément. On entend parler de la médiathèque sur les réseaux sociaux, dans la médiathèque. Et voilà, il y a de la vie, et malgré le Covid. Donc, des idées qui sont mises en place depuis quelque temps et des projets qui vont voir le jour très rapidement, notamment le portage des livres pour les personnes qui ne peuvent se déplacer dans le village. C'est bien ça. Les anciens, etc. Donc, voilà, ça va voir le jour. La médiathèque à l'extérieur avec les tables, les bancs dans la petite cour derrière la mairie. Le café, enfin, voilà, des choses en partenariat également avec l'école, avec le centre de loisirs, de la déco, enfin, voilà, de la vie. Et je peux vous assurer que ça commence à bouger. On entend parler de nous. Donc, juste pour info, elle a été abordée par une journaliste de Elle Magazine, qui a vu ce qu'on faisait sur les réseaux et qui lui a dit, oui, vous faites donc la médiathèque à l'extérieur. Ça m'intéresse, je voudrais faire un article sur vous. Donc, on m'a dit, attendez, parce que bon, elle a fait ça, elle a appelé le jour où il y avait la neige. Donc, la médiathèque sous la neige, c'est pas le top. Donc, dès qu'il va faire beau, on prendra rendez-vous et elle viendra soit par téléphone, soit elle viendra en physique pour justement parler de la médiathèque en extérieur de la commune de Pont-Évrard. Il y a également la Grénothèque. Enfin, voilà. En fait, c'est vraiment le lieu de vie où on parlait dans notre programme de relations intergénérationnelles. Je pense que c'est le lieu idéal pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller découvrir cette nouvelle médiathèque avec des bénévoles au top, dynamiques, plein de ressources. Enfin, en tout cas, pour vous les filles qui êtes là, il y a aussi également Elena. Bravo à vous pour tout le travail et l'investissement. Sachez que pour une première fois, la médiathèque va être ouverte pendant les vacances scolaires. Alors certes, un peu spécial ces vacances scolaires, mais décalées. Mais voilà, elle est ouverte. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, super bien. Donc voilà pour la médiathèque. Moi, j'ai à cœur que ça marche ce truc, vraiment. J'ai vraiment à cœur que ça fonctionne super bien. Et donc mercredi, j'étais ravie parce qu'il y avait plein d'enfants et des parents et des nounous. Donc voilà, ça revit malgré le Covid. Alors les petites mains, qui a voulu parler? Dites-moi. Jocelyne.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, avec une nouvelle personne, on prend un autre élan, c'est certain. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle a une histoire, cette médiathèque, et qu'on remercie aussi toutes les personnes qui ont réussi à la faire vivre jusque-là. Là, bien sûr, on loue cette personne-là parce qu'elle va apporter un vent frais, elle va apporter ses idées puisqu'elle est quand même, elle a la chance et l'opportunité de pouvoir travailler sur une grande bibliothèque qui est Saint-Arnoux. Moi, pour avoir fait la navette, c'est vrai que j'ai admiré cette médiathèque de Saint-Arnoux qui est, c'est sûr, à la hauteur de la ville, de Saint-Arnoux. Mais en tout cas, voilà, disons que ça se poursuit et ça va peut-être simplement redonner un dynamisme et un élan, mais avec aussi toujours les mêmes personnes qui restent malgré tout et qui restent chevillées. Et Cécile n'est pas, elle est partie de son rôle de responsable, mais elle est toujours bénévole au sein de la bibliothèque le samedi matin. Elle présente le samedi. Voilà. Tout à fait. Juste à préciser. Voilà. Tout à fait. Merci, Jocelyne. Non, moi, je n'ai pas levé la main, c'était un bravo, en fait. Mais on confond. Ça, c'est un bravo. Et le dernier point, je crois. Ah oui, avec un point divers, il y avait l'installation donc du portail famille. Donc peut-être que Sandra veut peut-être en parler. Sandra, elle est où? Elle n'est plus là, on ne la voit plus. Elle est partie. Elle dort. Allez, réveille Sandra. Il y a ton mari à côté ou quoi? On t'entend pas, Sandra. Active ton micro, Sandra. Voilà, c'est mieux. Ah, bravo. Donc oui, l'installation du portail famille a été mise en place par Elodie, notre nouvelle adjointe, on va dire administrative. Comment? Approche-toi bien du micro. Ah, pardon. Donc, il a été mis en place à partir du 22 mars pour un début au... tu as mis le 1er avril, mais je croyais que c'était le 29 mars, je crois. Le lundi 29 mars, il me semble, mais bon, c'est pas grave, c'était à 2-3 jours près. Donc, il y a des familles qui ont commencé à regarder et à s'inscrire. Bon, là, avec effectivement le confinement, c'est un peu tout décalé. C'est un peu dommage, mais c'est une bonne chose de faite et j'espère que beaucoup de personnes vont pouvoir y accéder et que ça va effectivement enlever un gros travail, on va dire, de secrétariat et de gestion de mails, de cantines, de réservation sur déjà la mairie, ce qui n'est pas plus mal, et une bonne gestion qui, j'espère, va arriver fin d'année. Donc, début d'année 2021, ça serait un petit cadeau. Ça, c'est l'entraînement en ce moment. Voilà, c'est ça. Mais ça viendra. Il n'y a pas de... Oui. Les gens ont l'air... il y a quelques réticents et puis d'autres qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, qui ont un petit peu de mal, mais ça va venir. Oui, ça va venir. Ils essayent toujours un petit peu au début de ne pas le faire. Mais après, ça viendra. C'est ça. Non, mais là, du coup, voilà, c'est un gain de temps, justement, pour les secrétaires de mairie d'avoir mis ce portail famille. Même pour les familles. Même pour les familles, bien sûr. Et puis, un respect des règles. Un respect des règles qu'il faut réinstaurer. Et pour la trésorerie aussi, ça va être bien. Aussi. Aussi, ouais. Voilà. Et il y avait un dernier point. Non, mais avant, il y a les entretiens des agents communaux. Non, je vais le dire. Donc, les fiches de poste ont été validées. Les entretiens vont commencer le 28 avril avec l'équipe technique. Donc, le matin, c'est Pascal. L'après-midi, c'est Fabrice. Et ensuite, au début mai, ça sera donc l'équipe périscolaire suivant l'organisation, etc. Donc, dans un premier temps, on a distribué la fiche de poste et la grille d'évaluation pour que chaque agent puisse s'auto-évaluer. Et ensuite, du côté mairie, ça sera
on fera la même chose et on mettra en relation. Donc, c'est un moment d'échange et non pas de sanction ni de quoi que ce soit. C'est vraiment un échange, un partage sur ce qu'on attend des agents, ce qu'ils ont envie en termes de formation, etc. Voilà. C'est donc plus ça, un c'est entretien lancé. professionnel alors. Pardon? C'est plus un entretien professionnel alors. Oui. Tout à fait, oui, c'est un entretien professionnel. Ouais. Voilà, donc ça c'est lancé. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas de délai, mais il a fallu travailler sérieusement sur les fiches de poste qui est vraiment était tout à refaire. Je laisse la place à Guy pour qu'il va préparer. Moi, j'avais une question. Dis-moi. Je voudrais savoir s'il il était possible d'accorder un pont au personnel, aux agents de la mairie sur l'année 2021. Un pont? Oui. Donner une journée? Bah oui, un pont offert aux agents. Écoute, comment tirer le pont? Je ne sais pas. Juste là pour vous dire quand même, les agents sont payés à 100% en ASA là, sur le fait du Covid pour le service périscolaire. Voilà. Oui, mais la commune est remboursée de cet ASA. Oui, oui. Ils sont payés, mais on sera remboursé. Voilà. Après, c'est une discussion à avoir. C'est pas moi qui vais vous répondre oui ou non. C'est un dialogue entre nous tous. Ma question Après, est sur la commune, il n'y a plus de RTT, parce qu'il y avait juste Rachel qui avait les RTT. Donc, effectivement, dans les entreprises, souvent, les gens font pont prenant un RTT. Là, vu qu'il n'y en a pas, effectivement, pour envisager de leur donner une journée. Je demande si c'est envisageable. C'est possible. Je sais pas, vu qu'il n'y a pas de RTT. Il faut en discuter. Après, je pense que Sandra, c'est bien d'avoir posé la question. Et je pense qu'après, il faut qu'on en délibère entre nous, qu'on voit les pour, les contre. Et puis, bien sûr, mais c'est une idée comme une autre. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, c'est tout. À brûle pour point, ce serait peut-être prématuré de répondre immédiatement. Mais en tout cas, c'est vrai que si les ponts, là, c'est pour le mois de mai auquel tu penses, voilà, il ne faut pas trop tarder, ça c'est vrai aussi. Mais en même temps, là, on peut peut-être se retrouver. On a aussi après, en octobre. Voilà, et on peut le faire sur le mois d'octobre et tout. Mais en tout cas, c'est une idée comme une autre, et elle mérite qu'en tout cas, qu'on y réfléchisse tous ensemble, à mon avis. C'est une bonne suggestion, Madame Amaral. Je suis d'accord de faire des ponts. Mais on va voir ça. Tout à fait. Et je pense qu'avec le Covid, il va falloir quand même trouver des solutions aussi pour que les gens se tendent moins. Parce que je pense que les gens sont de plus en plus tendus. Et on le voit, nous, à la mairie, les gens viennent très agressifs. Se plaindre, ça ne va pas bien, c'est difficile. Enfin bon. Donc voilà. En parlant de tension et d'avoir une petite, c'est qu'il va falloir quand même qu'on discute du RIFSEP avec nos collaborateurs de la mairie. Donc je vous en informe juste comme ça, on est en discussion. Donc à chaque entretien annuel, on leur parlera chacun du RIFSEP avec Natalia. Et puis bon, on va croiser le doigt que ça se passe bien et on fera tout pour que ça se passe bien. Et on expliquera clairement les choses qu'on a déjà commencé à faire, qu'on a déjà fait pas mal de travail avec eux. Donc c'est une aparté que je voulais vous dire comme ça. Et la dernière chose, il y a les élections qui vont normalement se passer au mois de juin pour les départementales et les régionales. Il est prévu que dans le même bureau, il y a les deux élections. Donc on verra s'il y a des possibilités de mettre un bureau peut-être ailleurs que dans la salle du conseil, mettre un bureau dans la salle du conseil, un bureau peut-être dans la salle polyvalente, ou voir un peu ce qu'on peut faire, suivant le Covid et suivant ce qu'on a le droit de faire, etc. Mais enfin bon. Si les personnes qui sont dans le conseil veulent participer à la tenue du bureau, je reste ouvert à toute proposition. Sachant que je préférerais prendre ceux qui ont des vaccins que ceux qui n'en ont pas. Ça veut dire quoi, ça? Il y a du favoritisme maintenant? Non, non, mais si tu veux venir avec ton vaccin, tu viens sans vaccin. Mais comme ceux qui ont été malades, ils peuvent venir aussi. Hein. Pour votre information, si y a en aparté, il y a Francis Guérin qui a eu le Covid et qui est resté 3 semaines dans sa chambre, enfermé avec des problèmes pulmonaires. Je l'ai eu hier au téléphone pour lui demander tes nouvelles et il m'a dit que ça allait mieux depuis hier. Il a bien tapé. Hein. Donc voilà, donc les élections. Moi, je suis vaccinée depuis aujourd'hui. Ah, bravo. C'est bien. Demain, tu auras des petits frissons.
Bah, là, je commence un peu à avoir froid. Hein. Voilà. Est-ce que tu as pris un Doliprane? Oui, j'ai pris un intéresse la Doliprane. population? Non, Là, j'ai envie d'aller prendre quelque chose de chaud et d'aller me mettre bien au chaud. Voilà. Bon, ben voilà. Hein? Bon, ben donc, je pense qu'on va fermer le conseil. On a fini à peu près tout. Et juste une chose. Donc, en parlant de certaines personnes agressives, etc., on a eu quelques réclamations sur la vitesse dans le village. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens rouler très vite dans le village. Donc, on est en train de réfléchir à des choses. Je dois rencontrer avec Jean-Marie des gens dans le courant du mois avec un système de panneaux pour voir s'il n'y aurait pas des panneaux qui pourraient être intéressants. Pas trop chers, mais qui permettent de flasher au niveau des gens. Il y a le radar pédagogique qui va arriver rapidement. On va le poser dès qu'on l'aura. Et puis, on a rendez-vous avec Jean-Marie aussi dans le courant de la semaine prochaine pour revoir le traçage des passages piétons, des bandes de stop. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant de tout ça, mais c'est des idées qu'on s'est lancées. Alors, ce n'est pas des gros investissements peut-être, mais c'est vraiment des investissements et c'est des choses qui font vivre la ville, et le village et la garantie des choses. Après, je pense peut-être faire un arrêté. On verra à la fin de notre discussion avec tout le monde. Si vous êtes participant, vous participerez. Est-ce qu'on ne met pas les lotissements de l'Arrêt du Bois, de Valbois, de Brulin, des Vignes, etc. à 30 à l'heure? C'est une question que je pose. Vous avez le droit d'y réfléchir. Je ne vous demande pas de réponse ce soir, mais pensez. Et puis si vous avez des idées, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire diminuer cette putain de vitesse dans ce petit village? Parce que les gens vont beaucoup trop vite et ça roule vraiment très vite. Ouais, ça, je peux te Ouais. le dire. Est-ce qu'on envisage de reprendre les passages pour piétons, par exemple, avec la nouvelle méthode de faux relief? Alors ça va être fait en relief et ça va être fait en résine à chaud. Non, en faux relief. C'est-à-dire que demain, quand tu arrives avec ta voiture, tu as l'impression qu'il y a une marche d'escalier. Et c'est juste en fait un C'est un coût énorme, ça. J'ai rendez-vous avec le type de JCB. Il propose de faire une résine à chaud, ça va plus vite déjà et c'est plus résistant, ça dure 10 ans. Avec des fluorescents. Mais bon, voilà. Maintenant, je voulais vous remercier tous d'avoir participé au conseil municipal qui était pour le budget. Allez faire vos dodo tous. Je sens que vous êtes tous en pleine forme et fatigués un tout petit peu. Delphine, tu peux parler? Oui, dans les questions diverses, on avait retour CCID, c'est quoi? Vas-y, j'arrive. Il ne voulait pas le donner. Sacré Delphine. Je suis juste l'ordre du jour. Hein. Oui, bien sûr, en toute connaissance de cause. Alors, là, CCID. CCID est toujours un acronyme. Hein. Vous avez tous maintenant votre dictionnaire sur lequel vous notez au fur et à mesure, hein, DETR, CCID. C'est donc un comité communal concernant donc les taxes. C'est-à-dire que donc, toujours pareil, la DDFIP, hein, la Direction départementale des finances publiques, nous transmet un état des évolutions donc, de l'année précédente. Par exemple, codifiant donc, un type de maison qui a été construite. Ils ont plein de critères. Hein, c'est même une usine à gaz entre nous, hein, surtout quand on est novice. Ils ont plein de critères donc, qui permettent effectivement de qualifier un logement ou un terrain, etc. Et donc d'y associer donc, un niveau de taxe locale. Et donc, sur cet état, la DDFIP nous fournit un état et la commune a le droit, donc par ce CCID, par ce comité, par cette commission, le terme exact, c'est commission, hein, de proposer des suggestions, soit de repositionnement, soit d'harmonisation, d'abaissement d'un niveau, parce qu'il y a pas mal de critères. Hein. Vous avez par exemple un critère qui est en chiffres, qui peut aller donc de mémoire de 1 à 8. En gros, vous passez pour imaginer, hein, du château à la ruine, quoi. Voilà. Et donc, ça permet pour chaque entité, donc terrain ou maison,
de pouvoir justement donc positionner, de qualifier une base taxable. Et donc, sur cette, on s'est réunis, donc les membres, les commissaires se sont réunis sur cette base de liste. On a fait quelques propositions qui étaient plus d'ordre de logique, d'harmonisation. Pourquoi d'ailleurs les directions donc, départementales des finances publiques consultent? C'est uniquement de la consultation. Consultent les communes, c'est que bien évidemment, par leur connaissance terrain, alors c'est d'autant plus entre nous, c'est d'autant plus facile pour les membres commissaires d'aborder au sein de Pont-Évrard qu'aborder au sein de Lyon, entre nous. Bref, donc c'est effectivement plus facile aux communes de pouvoir apporter des appréciations, des jugements qualitatifs sur cette codification, quoi. Alors j'espère avoir été suffisamment explicite et clair, mais voilà, en gros, les impôts nous disent, ben voilà, nous, cette nouvelle maison, ou cette nouvelle maison, ou par exemple la création d'une piscine, le fait de prendre en compte une nouveauté sur la maison et son terrain. Ben, nous, on codifie comme ça, donnez votre avis. En gros, c'est ça. Et c'est là où la commune peut émettre des suggestions, des avis. Après, c'est les impôts qui décident, ça arrive souvent, ça. Donc, on peut émettre des suggestions en disant, ben, nous, on verrait plutôt ceci, cela. Voilà ce qu'on a réalisé au niveau de CCID, à laquelle, entre autres, Delphine a apporté sa valeur et sa grande valeur ajoutée. Voilà. Voilà ce que c'est que cette CCID, quoi. Donc, ça a été notre premier exercice. Et exactement comme tout ce qu'on peut découvrir, comme découvrent tous les nouveaux élus dans ce beau pays, il a fallu déjà comprendre de quoi il s'agissait, comprendre toutes les codifications, les acronymes, enfin bref, toujours comme d'habitude. Il y a déjà au départ un gros investissement, je vais dire, de vulgarisation de notre obligation d'être polyglotte dans le public. Voilà. Monsieur le maire. Pour faire plaisir, je vais partir sur une analyse complète de le village par rapport à la politique métaphysique du problème. Êtes-vous d'accord? Il y en a pour 3h30. On démarre. Non, donc on a fini le conseil. Je vous remercie tous d'avoir participé en visio. C'était un petit peu compliqué peut-être pour certains. Pour nous, ça a été très compliqué au départ, mais on a réussi à tous se brancher. À se voir tous. Bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao. Ah, Delphine avait parlé. Je voudrais aborder un sujet, mais qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Vas-y, on t'écoute. Ok. Ça concerne il y a eu une publication ILIWAP qui a été faite sur les jours et horaires pendant les périodes, pendant les plages horaires pendant lesquelles on peut bricoler, faire ce qu'on a à faire, quoi. Dans cette publication ILIWAP, il est noté qu'on peut faire usage de tondeuses et compagnie les dimanches matins de 10h à midi et la même chose, je crois, pendant les jours fériés. De ma mémoire, il n'avait jamais été question de faire ce genre de bricolage le dimanche et jour férié. J'ai fait quelques recherches et j'en ai fait part à Natalia. J'ai retrouvé en fait le cahier des charges du lotissement des Vignes que j'avais précieusement gardé. Et effectivement, il est interdit de faire la tonte et compagnie, le bricolage les jours fériés et dimanche matin. Sandra a également retrouvé le cahier des charges de Laurée Dubois qui dit exactement la même chose. Du coup, la publication ILIWAP est pas contradictoire, mais n'est pas en corrélation avec ce qu'on avait plus ou moins tous en tête. Du coup, qu'est-ce qui va se décider? Est-ce que finalement c'est l'arrêté préfectoral qui prévaut? Est-ce que du coup il est décidé de faire tous ces petits travaux dimanche matin et jour férié? Moi personnellement, il y a déjà pas mal de dérives.
Si on accorde aux Évry-Pontins le fait de pouvoir bricoler le dimanche matin et les jours fériés au matin, j'ai bien peur que ça dérive encore plus. Donc, je ne sais pas après, voilà, si c'est un sujet qu'on peut aborder, si on l'aborde une autre fois, quel est le sentiment de chacun. Voilà, mais je voulais l'aborder si on pouvait Je vais intervenir ce là-dessus. soir. Je peux ou je veux? Vas-y. Viens à côté de moi, si tu dis une bêtise, je te mettrai une claque. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Delphine. Je pense qu'il ne faut pas travailler le dimanche matin. C'est mon opinion personnelle. Maintenant, si ça va contre, j'irai contre aussi. Je pense qu'il faut garder ce maintien. Living l'ont dit, Laurent Dubois l'ont dit. Valbois, je crois que c'était pareil. Donc, je pense qu'il y a eu un mauvais bruit qui a dû passer. On va regarder tout ça. Je vais vous passer la parole à Natalia pour qu'elle vous en reparle aussi. Mais moi, je suis pour que les gens dorment le dimanche matin. Je pense aussi. Hein. Ça sera Plus très on bien. va ouvrir et plus les gens, de toute façon, ils iront tout le Voilà. temps. Hein, donc, J'en ai peur, ouais. C'est un arrêté préfectoral, hein, donc qu'à moins qu'il ait été signé pour faire du bruit le dimanche, mais pour moi, on peut toujours pas faire de bruit le dimanche. Hein. Oui, moi, c'est ce que je pense aussi. Et ça, c'est voté tous les ans. Hein. Donc, vous reprendrez les arrêtés de Mais 2020, 2019. est-ce que vous avez retrouvé Il n'y des... a pas d'arrêté. Pour l'instant, je suis remontée jusqu'en 1996. Il n'y a aucun arrêté communal sur le bruit. Tu dois l'avoir parce que quand j'étais élu avec Roland, je sais qu'on l'a signé, qu'on l'a déjà signé. Signé des avis à la population. Des avis à la population, oui, ça on en a eu. Non, on avait signé ce que... du coup, je sais pas si Carole, elle est encore derrière avec Patrick, mais on en avait déjà parlé à un conseil municipal. Non, Carole n'est pas là. En 2018, il y a eu des échanges sur justement le bruit avec les jours et les horaires. Mais il n'y a pas d'arrêté. Pour l'instant, j'ai fait tous les cahiers d'arrêtés qui se trouvent en mairie. De maintenant jusqu'à 1996, il n'y a aucun arrêté sur le bruit. Donc, j'ai appelé la sous-préfecture. J'ai eu donc la secrétaire de la sous-préfète, j'ai eu mercredi après-midi, qui est prête à nous aider, sauf que la tâche est énorme. Donc, elle me demande de resserrer les dates pour qu'on puisse retrouver éventuellement un double. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé, moi, ce ne sont que des avis à la population. Ou bien, comme le dit Delphine, le cahier des charges, mais pareil, il n'y a pas d'arrêté. L'arrêté qui est écrit, c'est le décret de l'arrêté préfectoral. Donc, s'il y avait un arrêté communal, il prévaut sur l'arrêté préfectoral, mais là, ce n'est pas le cas. D'accord. Mais du coup, nous, on peut faire un arrêté. On peut faire un arrêté, hein. Moi je peux faire un arrêté demain. C'est une discussion que l'on doit avoir entre nous. Voilà, qu'est-ce que l'on fait par rapport à l'arrêté préfectoral. C'est un peu comme la vitesse dans Pont-Évrard. Je pense qu'il faut en discuter tous ensemble. On peut faire un conseil pour ça, on peut faire une petite réunion tous ensemble. On peut faire en visio, on a l'air très bon maintenant en visio. On se fait un petit truc en visio et on se dit qu'est-ce qu'on fait. 30 à l'heure partout dans les lotissements, je pense que ce serait bien, réaliste. De mettre des panneaux autour de l'école pour qu'ils freinent un peu, si on a les faire freiner en disant attention à nos enfants ou choses comme ça. Ça ne coûte pas très cher, des panneaux avec des couleurs vives comme le jaune, etc. J'ai fait faire des devis en demandant des panneaux, on les poserait nous-mêmes, ça nous coûterait moins cher, et d'essayer de faire freiner. Donc il y a deux choses. Et moi, s'il faut faire un arrêté, alors on va en parler tous ensemble, vous y réfléchissez. Rapidement, il faut faire rapidement, on fait un arrêté. Le maire signe un arrêté, comme quoi il n'y a plus de travail le dimanche, etc. Ce sera plus clair pour tout le monde, il n'y aura plus de soucis. Voilà. Dans tous les journaux que l'on a pu avoir, le Chant du Coq, vous remontez sur plusieurs années. À chaque fois, donc, vous avez l'écriture le bruit donc, du lundi au vendredi, le samedi, dimanche et jours fériés interdits. Et ensuite, vous avez la ligne du décret, un numéro, etc. Vous cliquez vous connectez sur Google et vous mettez ce décret, c'est l'arrêté préfectoral et non pas l'arrêté communal. Voilà. Voilà la raison pourquoi c'était mis comme ça sur les lois. Et est-ce que du coup, ils n'ont pas le droit de faire de bruit le dimanche. Delphine. Mais est-ce que du coup, il ne faudrait pas refaire une communication ILIWAP, un erratum? Pour l'instant, c'est l'arrêté préfectoral parce qu'on n'a pas d'arrêté communal. Il faut faire un arrêté communal avec le choix de l'ensemble du conseil sur ce que l'on veut faire. D'accord, ok, ça marche. Ok, c'est bon, mais on va faire ça vite. Ouais. Et ça roule. Tout le monde se plaint du bruit un peu, donc on va faire ça vite. Ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao, Bonne ciao. nuit. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Soyez sages, hein. Oui.
Ah bah oui, quitte. Voilà. Hop. Quitter la réunion.